Le contrôle israélien sur l'administration Trump. Netanyahou doit se rendre à la Maison-Blanche lundi. Je pense qu'il y a en réalité beaucoup d'appréhension à propos de cette visite parmi les membres du cercle rapproché de Trump. Ils en ont assez de Netanyahou. Je crois que Netanyahou devient un peu désespéré et contrarié par toutes les ouvertures que Trump fait aux monarques du Golfe. Non pas que ces monarques proposent nécessairement une structure alternative à l'axe transatlantique sioniste, mais il se peut que Trump se soit engagé sur certaines politiques qui contredisent celles d'Israël, dans des endroits comme la Syrie ou MBS. Lors de sa rencontre avec Trump, l'a poussé à adopter une attitude plus conciliante envers le gouvernement d'Al-Assad. Et l'Arabie saoudite souhaite faire de nombreux investissements en Syrie. Et en échange, l'Arabie saoudite va injecter des tonnes d'argent dans Trump Incorporated depuis son fonds souverain, via World Liberty Financial, le système de crypto-monnaie mis en place par les fils de Trump. En gros, un canal de corruption et de pots de vin légalisés. Cela semble rendre Netanyahou nerveux, d'autant plus que l'Arabie saoudite pourrait obtenir le F-35, alors que la Turquie a déjà rejoint le programme F-35. Netanyahou a désormais déclaré que personne d'autre qu'Israël dans la région ne devrait posséder de F-35 et qu'Israël agirait concrètement contre cela. Il vise donc directement Trump. Je pense que c'est en partie l'objet de cette visite. En plus de l'Iran et de Gaza, à ton avis, Aaron, que devrions-nous surveiller? Oui, Netanyahou ne veut pas passer à la phase 2. Il veut utiliser le fait que le Hamas refuse de se désarmer, parce que le Hamas fait partie de la lutte de libération, comme prétexte pour reprendre le génocide à grande échelle, pour lequel il a besoin du soutien de Trump. C'est ce qu'il va chercher à obtenir. Mais, comme tu l'as dit, il y a des gens autour de Trump qui le trouvent plutôt encombrant. Et tu sais, le nom de Trump figure sur le soi-disant plan de paix qui a même été entériné à l'ONU. Donc, pour Trump, prendre maintenant le parti de Netanyahou reviendrait à saper, dans la mesure où cela l'intéresse, son propre soi-disant plan de paix, celui qu'il a beaucoup œuvré à faire adopter, y compris à l'ONU, où il a obtenu que tout le monde se calme sous la menace de violence, en disant en substance que si la violence reprend à Gaza, ce sera de leur faute. Eh bien, étant donné qu'ils ont approuvé le soi-disant plan de paix au Conseil de sécurité de l'ONU, qui place en quelque sorte Trump aux commandes de Gaza, il perd beaucoup de crédibilité s'il laisse Netanyahou tout faire exploser. Donc Netanyahou est un fanatique suprémaciste qui ne veut accorder à Hamas aucune véritable légitimité. Je pense qu'il cherchera à obtenir le soutien de Trump, ainsi que celui de Trump pour bombarder à nouveau l'Iran, ce qu'il veut faire parce que l'Iran reconstruit ses défenses aériennes. Mais oui, le fait que Trump ait désormais resserré les liens économiques avec le Golfe et que son nom figure sur le soi-disant plan de paix le place, je pense, dans une position difficile. Et encore une fois, tout dépend de la direction qu'il veut prendre. Et personne ne sait vraiment ce qu'il a en tête. Il y a des gens comme Lindsey Graham qui, bien sûr, le laisseraient faire. Lindsey Graham est récemment passé dans Meet the Press et a déclaré qu'il fallait retirer les gants et laisser à Israël toute liberté pour attaquer à nouveau le Hamas. Eh bien, passons cet extrait, puis je veux revenir sur l'accord de cessez-le-feu à Gaza, qui est évidemment brisé chaque jour. Après cela, nous pourrons parler de l'existence éventuelle de plans concernant l'Iran. Mais voici Lindsey Graham, le partenaire de golf de Trump, qui exerce une influence considérable à la Maison-Blanche et pousse à une reprise de l'agression à Gaza. Je voudrais commencer par le Moyen-Orient puisque vous êtes à Tel Aviv.
Vous venez de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous avons des images de cette rencontre que nos téléspectateurs voient en ce moment. Cela fait 2 mois que le président Trump a négocié ce plan de paix pour Gaza et le Premier ministre Netanyahou affirme qu'Israël pourrait passer à la 2e phase du plan dès la fin de ce mois. Mais, comme vous le savez, sénateur, cela implique le désarmement du Hamas et le transfert du contrôle de Gaza à une force de sécurité internationale. Pensez-vous que le Hamas soit prêt à se désarmer? Absolument pas. L'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici est de répondre à cette question. L'administration Trump mérite beaucoup de crédit pour avoir obtenu un cessez-le-feu. Cela fait maintenant 90 jours. Qu'ai-je appris lors de ce voyage? Que le Hamas ne se désarme pas, il se réarme. Le Hamas n'abandonne pas le pouvoir, il consolide son pouvoir. C'est ce que m'ont dit les services de renseignement militaires en Israël. C'est ce que m'a dit l'armée israélienne. C'est ce que m'ont dit nos propres responsables. Je suis donc tout à fait favorable à une force de stabilisation. Je suis tout à fait favorable à une frontière de paix. Mais on ne peut pas avoir une frontière de paix, on ne peut pas avoir une force de stabilisation à Gaza tant que le Hamas n'est pas désarmé. Ils ne sont pas désarmés. Personne ne vient à l'horizon pour les désarmer. J'exhorterai donc le président Trump à rencontrer le Premier ministre Bibi la semaine prochaine et à élaborer un plan, mettre le Hamas au pied du mur. S'ils ne remettent pas leurs armes et ne cessent pas de se réarmer avant une certaine date, je laisserai Israël agir contre eux. Voyez-vous, moi je laisserai Israël agir librement. Nous entendons Tom Barak dire « Nous laisserons Israël se déchaîner contre le Liban s'ils ne font pas ce que nous voulons. » Ils utilisent donc Israël, ils présentent Israël comme une extension de la puissance américaine. Mais l'administration Trump, je pense qu'elle sait qu'il serait extrêmement périlleux politiquement, du point de vue de Trump, de relancer à fond le génocide à Gaza. Ils ne vont pas utiliser ni libérer Israël. Ce serait plutôt Israël qui libérerait les États-Unis, ou Israël qui se déchaînerait à nouveau sur le système politique américain. Tout ce dont nous parlions à propos de TPUSA, cette énorme fracture qui se produit au sein de la droite, les guerres entre podcasteurs, la baisse de popularité de Trump, les raisons pour lesquelles Kamala Harris a perdu, tout cela remonte au génocide de Gaza. It all goes back to the Gaza genocide, and Trump's people know that. Et les partisans de Trump le savent. Ils savent aussi qu'il est impossible de désarmer facilement le Hamas. Si cela avait été possible, pourquoi cela ne s'est-il pas produit lorsque l'équivalent de 5 bombes nucléaires a été largué sur la bande de Gaza, qui a à peu près la taille de la grande région de Las Vegas? Cela ne s'est pas produit. Et cela ne se produira pas. Aaron, tu as interviewé Bassem Naim, un haut négociateur du Hamas, lorsque tu étais à Doha, où tu avais été invité à intervenir au forum de Doha. Qu'a-t-il dit au sujet du désarmement du Hamas et de la possibilité de passer de la première à la 2e phase dans le prétendu processus de cessez-le-feu, le soi-disant processus de cessez-le-feu? Ce qu'il a dit, c'est qu'ils sont un mouvement de libération nationale qui lutte pour sa liberté. Donc, à moins qu'on ne leur accorde une voie vers cette liberté, ils ne vont pas se désarmer. C'est leur droit de résister à une occupation militaire, et ils n'ont pas l'intention d'y renoncer. Mais ensuite, il a ajouté que si on ne leur offrait pas de voie vers l'autodétermination, ils seraient au moins prêts à envisager une trêve à long terme, pendant laquelle ils pourraient entreposer leurs armes. Et pendant cette période, ils pourraient discuter d'un chemin vers l'autodétermination. Mais ils ne vont pas se désarmer volontairement, car se désarmer volontairement reviendrait à abandonner volontairement leur lutte pour la liberté et leur droit de résister à une occupation militaire belliqueuse. Le problème avec les interviews comme celle de Lindsey Graham et avec pratiquement toutes les discussions à ce sujet dans les médias,
c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance du fait qu'il s'agit d'un combat pour la liberté. Que les Palestiniens vivent sous une occupation militaire belliqueuse qui, au cours des 3 dernières années, a pris un tournant génocidaire. Ils ne vont pas simplement renoncer à leurs droits reconnus au niveau international, de résister à cela. Mais ce concept reste étranger à l'ensemble du spectre politique, de la Maison-Blanche de Trump aux démocrates en passant par les médias. C'est, je pense, la division fondamentale lorsqu'il s'agit du Hamas. Ils ne vont pas simplement abandonner, tout comme la libération des prisonniers politiques palestiniens était un objectif primordial du 7 octobre, car ces prisonniers incarnent la lutte contre l'occupation israélienne. Le droit de résister est tout simplement un droit auquel ils tiennent, parce qu'ils vivent sous occupation militaire. Ils ne vont pas simplement abandonner cela. Ce que les États-Unis et Israël veulent faire, c'est désarmer le Hamas sans lui accorder de voie vers l'autodétermination. Malheureusement, c'est ce que la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a entériné. Elle a soutenu l'appel de Trump à désarmer le Hamas sans affirmer que les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination. Et elle a répété la formule conditionnelle et vide de sens de Trump, selon laquelle, peut-être un jour, il serait mis sur la voie de l'autodétermination. Pour tout Palestinien, quel que soit son courant, cela n'a aucun sens, et ce n'est pas suffisant. Par conséquent, le Hamas ne va pas simplement se désarmer. Maintenant, ce que des gens comme Lindsey Graham font, c'est confondre le désarmement avec l'abandon du pouvoir, car le Hamas a déclaré « Nous abandonnerons le pouvoir ». Cela ne leur pose aucun problème. En fait, ils l'ont proposé à plusieurs reprises. Ce qu'ils ne feront pas, c'est renoncer au droit de résister à l'occupation militaire. Well said. And Bien dit. Et pendant tout le génocide, on répétait que si le Hamas abandonnait simplement ses armes et libérait les soi-disant otages, dont beaucoup étaient des prisonniers de guerre, alors les tueries cesseraient. Eh bien, ils ont signé un accord de cessez-le-feu. Ils ont tout rendu. Je crois qu'il reste peut-être les dépouilles d'un Israélien, mais ils ont tout remis. Et 350 Palestiniens dans la bande de Gaza ont été tués, plus de 1000 blessés. Israël continue de bombarder des sites civils chaque jour. On en revient à cette politique dite de tondre la pelouse, comme ils l'appellent. Il n'y a donc pas de cessez-le-feu. Je ne vois pas comment la phase 2 peut être accomplie, alors que la phase 1 n'a jamais été réalisée et qu'il n'y a aucune pression de la part de Trump pour y parvenir. Une partie de la visite de Netanyahou consistera à s'assurer qu'il n'y ait aucune pression pour passer à une phase 2, qui exigerait un retrait israélien. Israël essaie de s'approprier 53% de la bande de Gaza, et ils ont tracé cette nouvelle ligne jaune. Tous les quelques jours, des habitants de Gaza sont tués en essayant de franchir cette ligne pour regagner leur maison. La nuit dernière, Israël faisait exploser des maisons de l'autre côté de la ligne jaune. Encore une fois, cela représente 53% de Gaza. Et le ministre de la Défense, Israel Katz, vient de déclarer qu'Israël ne quittera jamais Gaza et qu'il y établira des unités civilo-militaires permanentes, ce qui est un euphémisme pour désigner des colonies. Ils veulent rétablir les colonies qu'ils ont démantelées en 2005. Voilà la vision israélienne. C'est ce qu'ils veulent que Trump approuve. Et si Trump va dans ce sens, il montre une fois de plus qu'il est un instrument total du Israël d'abord. Nous sommes profondément à Gaza. Nous sommes là pour défendre, pour empêcher que ce qui s'est passé ne se reproduise. Nous ne quitterons jamais Gaza. Nous restons fermes. Nous avons confiance dans le rocher d'Israël. Ici, Israel Katz, le ministre de la Défense, et l'armée israélienne défendent Israël dans une bataille acharnée
entre des ennemis djihadistes et les forces israéliennes. Avec l'aide de Dieu, dans le nord de Gaza, nous construirons une unité civilo-militaire à la place des colonies qui ont été déracinées. Et puis, vous savez, blablabla. Oui, ce n'est pas seulement un politicien israélien marginal. C'est le ministre de la Défense qui dit cela. Et pourtant, tu sais, l'administration Trump veut nous faire croire que c'est un partenaire fiable. Je veux dire, ils n'ont aucun problème à continuer d'humilier Trump, parce que tout ce qui les obsède, c'est leur fanatisme de suprémacistes juifs. Ils se moquent du nombre de fois où ils ignorent le soi-disant plan de paix de Trump. Parce que ce plan stipule qu'Israël n'occupera pas Gaza de manière permanente. C'est bien ce qu'il dit. Donc, il est censé y avoir un retrait. Enfin bref, oui. Voici donc ce que Netanyahou veut tirer de la réunion aussi, ou du moins, c'est ce qu'il dit. Il semble le laisser entendre. Il a publié une image où son bureau a diffusé sur les réseaux sociaux, une image de lui dans un bombardier furtif avec Trump. Je ne sais pas si la musique de fond était celle de Drake. Enfin, je pense que c'était leur musique de Drake. Et il semble penser que ce genre de contenu généré par l'IA plaît à Donald Trump. Mais que symbolise le bombardier B-2? Il symbolise une attaque contre l'Iran. Et c'est clairement la direction qu'il veut prendre. Israël panique depuis une semaine à propos de prétendus exercices de missiles balistiques iraniens. En même temps, il diffuse de la désinformation, affirmant que l'Iran ne posséderait qu'un millier de missiles balistiques, probablement pour essayer de rassurer Trump afin qu'il puisse les soutenir. Je ne pense pas qu'Israël ait de réponse à la capacité de missiles balistiques de l'Iran sans un renfort massif, un soutien et une implication directe des États-Unis. C'est donc probablement ce qui est en jeu. Eh bien, revenons à comment l'as-tu appelé, Mike Pompeo. Oui, je pense que c'est la caractérisation de Wyatt Reed. Ah, c'est bien, Wyatt. Alors écoute ce qu'il dit. Ij Visith. Aucun d'entre nous ne devrait être surpris que les islamistes, les théocrates de Téhéran, n'aient pas changé de nature. C'est ce qu'ils sont. C'est inscrit dans leur ADN. De la même manière que le Hamas ne va pas se rendre pacifiquement ni abandonner ses armes, le régime iranien ne renoncera pas à son ambition de développer un programme d'armes nucléaires. Oui, s'ils reconstruisent, nous devons faire ce qui est nécessaire, aller le détruire. Nous en avons les moyens. Nous ne pouvons pas les laisser reconstruire leur défense aérienne. Cela rendrait la mission plus difficile à accomplir. Le temps sera donc un facteur crucial pour s'assurer que les systèmes de défense aérienne iraniens ne soient pas capables d'abattre des avions occidentaux. Si nous faisons cela, nous devrions continuer à frapper leur programme à chaque fois. C'est une déclaration extraordinaire. Nous ne pouvons pas laisser un pays souverain reconstruire ses propres défenses aériennes. Des défenses aériennes qui pourraient abattre nos avions lorsque nous envahissons leur espace aérien. C'est tout simplement incroyable à quel point il est effronté dans son impérialisme. C'est comme dire que nous ne pouvons pas laisser un pays se défendre, et qu'avant même qu'il ait la capacité de le faire, nous devons le neutraliser. Parce que, remarquez-le, il confond un programme nucléaire avec des défenses aériennes, qui sont deux choses totalement différentes. Et encore une fois, même lorsqu'il décrit le programme nucléaire de l'Iran, c'est malhonnête, car ils n'ont pas de programme d'armes nucléaires. Ils ont un programme nucléaire qu'ils ont développé pour se donner peut-être la capacité d'avoir un jour des armes nucléaires. Mais ils ne travaillent pas réellement sur une arme nucléaire. Il mélange donc beaucoup de choses différentes, mais il dit ouvertement qu'à ses yeux, l'Iran n'a pas le droit de se défendre. Et avant même qu'ils ne construisent la capacité de se défendre, nous devons les bombarder. C'est pour cela que Netanyahou a saisi l'occasion, en juin dernier, de bombarder l'Iran,
parce que l'Iran faisait exactement cela en reconstruisant sa défense aérienne. Et c'est ce qu'il ne veut pas, car il revendique le droit autoproclamé de frapper l'Iran et de commettre des actes d'agression contre lui quand bon lui semble. Yeah, no one's allowed to have air defenses. Personne n'a le droit de posséder des défenses aériennes, sauf les pays de la région qui payent les États-Unis pour le racket d'extorsion consistant à protéger leurs champs pétrolifères en échange de pétrole bon marché. Il s'agit de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Qatar, qui abritent la base aérienne d'Al-Udeid utilisée pour attaquer l'Iran. Mais tout pays qui tente d'investir dans son propre appareil militaire, comme le fait Israël. Netanyahou vient d'annoncer un investissement de 100 milliards de dollars dans des plateformes militaires nationales en dehors de l'armée américaine. Ne profitera pas à l'industrie militaire américaine, comme l'a fait par le passé la relation spéciale. Aucun autre pays n'a le droit de faire cela, sauf Israël. No other country is allowed to do that except Israel. There's literally no benefit to the US. Il n'y a littéralement aucun avantage pour les États-Unis à ce qu'Israël fasse cela et développe ses propres plateformes. Mais ce sont les seuls à qui on le permet. Pourquoi? Parce qu'ils disposent d'un vaste lobby qui domine la politique américaine. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle ils ont le droit de le faire, alors que d'autres pays n'ont pas le droit d'avoir de défense aérienne. En fait, ils doivent se désarmer. Ils ne peuvent même plus avoir d'Ak-47 à Gaza ou au Liban, ce qui explique toute la pression exercée sur le Liban. Le Hezbollah ne peut pas avoir d'armes, donc le Liban sera continuellement attaqué. Et Mike Pompeo, chaque fois que je le vois, il devient plus maigre. C'est comme si, à force de lui injecter de l'Ozempic, il finissait par disparaître dans les airs. Il a l'air un peu sous pression, et je ne sais pas si cela affecte son état d'esprit. Je ne sais pas non plus quelle influence il exerce au sein de l'administration Trump à ce stade, ou s'il ne parle qu'en son nom. Mais il est clair que lui et Lindsey Graham sont les figures les plus déséquilibrées du moment. Ils sont manifestement des relais de l'influence israélienne. Mais je ne pense pas que Trump veuille s'impliquer en Iran, surtout depuis qu'il est passé sous la barre des 40% d'opinion favorable. Les sondages montrent que les démocrates devraient largement remporter les élections de mi-mandat à ce stade. Je ne sais pas si ces sondages se révéleront exacts, mais je pense que Trump est très concentré sur la politique intérieure et sur la manière d'éviter un tel scénario. Very focused on domestic politics and avoiding that kind of scenario. Mais il continue de s'entourer de tous ses partisans d'Israël avant tout. Et tu as mentionné Mike Pompeo qui avait l'air sous pression. Eh bien, regarde comment Trump se fait littéralement coincer ici par le partisan d'Israël avant tout, Mark Levin. J'ai dit c'est notre premier président juif. Maintenant, c'est le premier président juif à avoir servi 2 ans, pas des mandats consécutifs. Nous vous remercions pour tout. De mauvaises choses se sont produites pendant le second, à savoir l'élection a été truquée. Et nous l'avons découvert. Et vous voyez que cela se passe. Vous êtes le plus grand président. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas. Enfin, je n'ai jamais vu un président être touché physiquement de cette manière, surtout à un pupitre. Le simple fait que Mark Levin ait passé son bras autour de lui, l'ait serré, l'ait un peu manipulé comme une poupée, c'était tellement symbolique de la façon dont ces partisans d'Israël traitent Trump comme leur marionnette. Et jusqu'à présent, il a joué le jeu. Mais oui, peut-être que même Trump a ses limites. C'est un excellent point. Je me demande de qui d'autre Trump aurait toléré cela, car Levin est clairement un représentant de Netanyahou aux États-Unis. C'était comme si Netanyahou le traitait comme un père avec son fils. Et il y avait une part d'agressivité dans tout cela. Trump semblait mal à l'aise, et il a soudainement détourné la conversation, lâchant une remarque sans rapport sur une élection volée
et le fait qu'on l'ait appelé le premier président juif. Oui, et lors de cette même cérémonie, quelle qu'elle ait été, peut-être une réception de Hanouka à la Maison-Blanche, Myriam Adelson était présente, et Trump a de nouveau parlé du fait qu'elle lui avait donné 250 millions de dollars, ce qui, selon lui donnait le droit de prendre la parole. Alors elle s'est levée et a dit quelques mots. Mais d'ailleurs, l'ironie dans tout cela, c'est que tous ces partisans d'Israël avant tout, comme Mark Levin, étaient autrefois de fervents opposants à Trump. C'était pareil pour Ben Shapiro. Et ceux qui soutiennent Trump depuis le début, des gens comme Marjorie Taylor Greene, ce sont eux qu'on est en train d'écarter. Ou Tucker. Ou Tucker, pas parce qu'il critique Israël. Oui, parce qu'ils critiquent Israël, parce qu'ils sont tout simplement trop antimilitaristes en général. Il n'y a aucune loyauté là-dedans. Et je ne pense même pas que Trump se rende compte du contre-coup qu'il s'est préparé au sein de son propre mouvement. Mais il pourrait en faire l'expérience, ou mieux le comprendre, après les élections de mi-mandat. Il y a simplement un tel manque d'enthousiasme dans la base de Trump en ce moment.